Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure américain. Nous revenons sur l'actualité américaine marquante des derniers jours avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui est en visioconférence avec nous. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je disais, revenons sur l'actualité des derniers jours. L'actualité forte, elle est encore devant nous avec les décisions de Banque centrale, à commencer par la réunion de la Fed qui commence demain. La décision est attendue mercredi soir, 20h heure française, et le discours de Jérôme Powell qui sera évidemment très suivi. Dernière réunion de l'année pour les grandes banques centrales et pour la Fed. Pierre-Yves, quel va être l'objet de la réunion et de la communication de Jérôme Powell mercredi soir? Je pense qu'il y a la question que tout le monde se pose, à savoir quand est-ce que la Fed va baisser ses taux. Elle ne peut pas être traitée comme ça en termes de communication, parce que si Jérôme Powell et compagnie commencent à admettre qu'ils ont passé l'essentiel de leur temps autour de la table du comité monétaire à discuter de la date de la baisse de taux, on en conclura qu'ils ont crié victoire et que l'inflation est domptée. Or, ils n'ont pas crié victoire, ils ne veulent pas crier victoire, ils ne veulent pas que l'inflation soit domptée, ils ne veulent pas que le marché anticipe à l'excès le prochain tournant de leur politique. Donc, ils vont devoir communiquer sur d'autres choses ou communiquer au minimum et rester dans l'autosatisfaction prudente, notant que la désinflation continue aux États-Unis, mais que leur politique monétaire est toujours une politique monétaire qui freine la demande et que pour le moment, il faut continuer de serrer les fesses et qu'on espère obtenir ce fameux atterrissage en douceur qui, généralement, n'est jamais obtenu, mais semble-t-il qu'il pourrait être obtenu en 2024. Autour de la table, il y a de bonnes questions qui, selon moi, devraient être posées et qui le seront. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de désinflation au cours des 6 derniers mois? Puisque, je le rappelle, si on regarde le noyau dur de l'inflation, c'est-à-dire les hausses de prix sans les produits alimentaires et sans l'énergie, on est tombé donc dans ce noyau depuis 6 mois à 2,5%. On est, de ce point de vue-là, très proche de l'objectif de 2%. Les 6 mois précédents, on était encore à 4,5%. Pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, parce que précisément, on a eu un effondrement des cours de l'énergie, une baisse des produits alimentaires et que nombre de dysfonctionnements dans les chaînes d'approvisionnement qui généraient des carences et des pénuries sont maintenant surmontés. Ça, ce sont les bonnes raisons pour lesquelles on surmonte l'inflation, mais la Fed n'y est probablement pour pas grand-chose. Dans ce renchérissement marqué du coût du crédit, est-ce que la demande se fait moins forte et est-ce que cela réduit les anticipations inflationnistes? Ça, c'est la bonne question à poser. Et là, on peut s'interroger sur deux pénuries qui ont nourri l'inflation aux États-Unis. La première, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On sait qu'elle est en train de se résorber, mais elle se résorbe très lentement. Et les derniers chiffres du chômage et de l'emploi au mois de novembre ont été décevants de ce point de vue-là. Et il y a une autre pénurie, c'est celle du logement. Alors là, c'est plus favorable. On sait que la manière dont le Bureau of Labor Statistics, le département du travail, mesure le coût du logement est une méthode qui est assez controversée. Il y a d'autres méthodes qui sont employées et qui montrent que cette partie importante de l'inflation est en train de s'apaiser considérablement, et c'est dans les tuyaux et ça va se confirmer dans les prochains mois. Et puis, à l'inverse des deux pénuries importantes, il y a un excès qui est en train de se dissiper, c'est l'excès d'épargne qui a permis une flambée de la croissance au troisième trimestre de plus de 5% en rythme annuel, mais on sait que cette épargne accumulée largement pendant le Covid est en train de s'épuiser et qu'elle ne sera plus là pour entretenir l'inflation et une demande trop forte. Donc voilà un petit peu les rouages sur lesquels on peut discuter ouvertement, sachant qu'en filigrane, il y a la question, quand est-ce qu'on va baisser les taux? Probablement au printemps. Je vous rappelle qu'au cours des 5 derniers cycles monétaires, la période qui s'est écoulée entre la dernière hausse de taux par la Banque centrale américaine et la première baisse de taux, elle est de 8 mois. La dernière hausse de taux est de juillet, la première baisse pourrait intervenir au mois de mars. On parle un peu moins du mois de mars depuis que les chiffres de l'emploi de la semaine dernière ont été publiés. On parle maintenant dans le marché de mai, voire juin.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on anticipe collectivement une baisse l'an prochain de l'ordre d'1%, et si elle ne commence qu'en juin, elle va être assez graduelle. L'important du point de vue de la Fed, c'est que l'on baisse les taux, non pas parce que la récession arrive, non pas parce que le chômage augmente brusquement, mais qu'on baisse les taux tout simplement parce que l'inflation est domptée. Et ça, il va falloir attendre de nouveaux signaux au cours de l'hiver pour s'en assurer. Oui, c'est un point clé ça, et ça fait même, de ce que je comprends, partie de l'idée du soft landing. Pour qu'il y ait ce soft landing, il faut que la Fed soit prête à recalibrer effectivement sa politique monétaire au fur et à mesure que l'inflation continuera sa décrue. Si elle est dans le schéma d'attendre que quelque chose casse, évidemment, c'est plus tout à fait la même histoire. Oui, oui, et puis il y a cette interaction constante entre la communication de la Fed et les anticipations du marché. Vous vous souvenez, fin octobre, nous disions, ici même, chers auditeurs, nous disions le marché a, depuis le mois de juillet, relevé d'1% le rendement du T-bond à 10 ans. En soi, voilà quelque chose qui constitue une majoration automatique par les forces du marché du coût de l'argent aux États-Unis. La Fed doit en tenir compte. Oui, mais attendez, à contrario, depuis la fin octobre, le rendement du T-bond, à l'heure où je vous parle, a chuté de 0,5%. Est-ce qu'on doit utiliser maintenant cet argument pour dire « Ah, vous voyez, finalement, le desserrement du coût du crédit s'est déjà entamé, raison de plus pour la Fed d'être encore plus prudente avant de toucher à son taux des Fed Funds ». La logique devrait fonctionner dans les deux sens. Symétrie. On verra ce qu'il en est. Communication donc qui sera très suivie de Jérôme Powell mercredi soir. Statu quo attendu, mais on aura tout le nouveau set de prévisions, de projections économiques, de projections de niveau de taux directeur également, qui seront autant de moyens de communication, on va dire les choses comme ça, pour la Réserve fédérale américaine, en plus du discours et de la session de questions-réponses avec Jérôme Powell. Que se passe-t-il dans les grandes universités américaines, Pierre-Yves, entre la Constitution, le droit le plus absolu à la liberté d'expression et la tolérance de certaines manifestations antisémites, voire de certains discours ou manifestations même génocidaires à l'encontre de la communauté juive? Les présidents et les présidentes d'universités sont sous pression. Je crois que vous êtes mal informé, Grégoire. Et je vais corriger cette mauvaise information. Je pense que vous avez trop lu Reuters, peut-être l'AFP aussi, et peut-être trop le Financial Times, voire le Guardian. Je ne vous parle pas du New York Times ou du Washington Post. Le problème, oui, c'est la manière dont la liberté de parole sur les campus américains doit tolérer des appels au crime sur les juifs. C'est une partie du problème, et le problème, c'est que le contexte de ce scandale, qui a déjà fait démissionner maintenant la présidente de University of Pennsylvania, qui est une des grandes universités qui fait partie du Ivy League, ce problème est à replacer dans le contexte des grands principes éthiques qui sont censés animer ces nobles institutions que sont Harvard, Yale, Dartmouth, Princeton, Brown, etc. Ils tiennent en 3 lettres. Là aussi, c'est DEI, diversité, diversity, equity, inclusion. Or, ces 3 principes ont été de la bouche même, pas simplement des Trumpistes. Et c'est pour ça qu'il y a scandale aujourd'hui, c'est que ce sont des démocrates et des centristes qui sont outrés de la manière dont les dirigeants des grandes universités américaines sont en train de gérer cette affaire. Et que la crise des manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains n'est que le révélateur d'un problème beaucoup plus large qui couvre depuis des années, à savoir que ces principes de l'inclusion ne sont employés que quand ça arrange l'extrême gauche. Et qu'il n'y a pas d'inclusion, il y a au contraire une exclusion sur les campus américains avec un étouffement de la liberté d'expression pour tous les gens qui ne sont pas en faveur de la décolonisation, de la déconstruction de la cellule familiale, de la déconstruction de l'impérialisme des Blancs sur les Noirs et de toute cette folie qui anime les campus américains et qui est dénoncée aujourd'hui par des gens qui ne sont pas du tout des hystériques. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui est un centriste, qui est un démocrate, qui est un indépendant. Arthur Levitt, le patron
enfin l'ancien patron de la Securities and Exchange Commission, Larry Summers, qui a été le président de Harvard et qui a été le conseiller d'Obama et le secrétaire au Trésor de Clinton. Voilà des gens que l'on ne peut pas soupçonner d'être des Trumpistes et qui sont effondrés de voir ce qui est devenu l'idéologie d'extrême gauche caviar dominante de tous ces mandarins qui tout d'un coup, sous serment à la télévision américaine, le 5 décembre, ont refusé de dire une chose très simple, des appels au génocide contre les Juifs et les citoyens d'Israël ne sont pas acceptables sur nos campus. Ils n'ont pas pu sortir ces mots de leur poche parce qu'ils sont animés par un principe qui écrase tous les autres, qui est celui de la décolonisation, qui pour eux est fondamental pour expliquer l'histoire du monde. Vous êtes un colonisé, Grégoire, je suis un coloniseur, et il va falloir absolument qu'on se débarrasse de tout ça. Mais il n'y avait rien d'inconstitutionnel pour une présidente, par exemple, de l'Université de Pennsylvanie, de dire « oui, nous ne tolérons pas des appels au génocide ou des appels au crime contre la communauté juive sur nos campus ». Il y a un moment où le bon sens, quand même, s'impose. Oublions l'état de terreur dans lequel se trouvent des milliers d'étudiants juifs américains aujourd'hui qui sont terrés dans leur chambre parce qu'ils ont peur des appels au génocide sous leurs fenêtres. Oublions cela quand, sous serment au Congrès, on vous dit « appeler quelqu'un au génocide est-il constitutif d'un harcèlement ?» Ah, ça dépend du contexte. Enfin, comment peut-on répondre à des choses pareilles? C'est choquant pour la Maison-Blanche. La Maison-Blanche a pris position immédiatement et ça pose un véritable problème aujourd'hui à la direction de ces grandes institutions, de ces cathédrales intellectuelles que sont les grandes universités américaines. Je vais vous donner d'autres noms de gens qui sont offusqués de cette situation. Ce sont des gens qui ont apporté beaucoup d'argent à ces institutions, qui aujourd'hui sont en train de reprendre par centaines de millions les donations qu'ils ont faites. Et oui, bien sûr. Il y a l'enchaînement derrière, effectivement, et la pression financière qui pourrait s'exercer désormais sur ces établissements. Donc, démission de Liz McGill, on le rappelle, la présidente de l'Université de Pennsylvania, en attendant de voir, peut-être, pour Harvard ou le MIT également. C'était les trois leaders, les trois présidents d'université qui étaient auditionnés la semaine dernière par une commission des représentants, de la Chambre des représentants. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous, chaque lundi pour le quart d'heure américain, en direct à 17h45 et en replay bien sûr sur bismart.fr.